L'intelligence artificielle au cœur de notre vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. Elle est partout, cette intelligence artificielle, dans nos voitures, dans nos téléphones, dans nos ordinateurs. Elle va peut-être nous envahir tout au long de ce 21e siècle. Bonjour Laurence de Villers. Bonjour Vous êtes Lionel. professeur d'informatique à la Sorbonne, spécialiste des interactions homme-machine. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1 pour éclairer un peu nos auditeurs quand même, parce que je pense qu'il y a un vrai besoin aussi d'information et de pédagogie sur les défis que pose la révolution de cette intelligence artificielle. Je le disais, c'est un enjeu du 21e siècle. Elle est déjà très présente dans nos environnements, cette intelligence artificielle. D'abord, comment on peut la définir simplement ? Parce que j'ai le sentiment, sans être un grand connaisseur, qu'il y a de multiples formes d'intelligence artificielle, Laurence de Villers. Vous avez raison, c'est une discipline, c'est beaucoup de choses différentes. Ouais. Mais maintenant, ce qui marche très bien, ce qu'on voit à travers GPT-3, Oui. GPT-3, c'est qu'en fait, c'est l'amalgame d'énormément de corpus, de données, c'est-à-dire d'ensemble de données qui viennent de nos traces, qui sont des dialogues, ou qui sont des choses qu'on va chercher sur Wikipédia, etc. Donc, qui permettent à un algorithme d'apprendre un certain niveau de connaissance. Alors, il faut tout de suite dire qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il a dans le ventre, cet algorithme. Il s'est nourri de ces données de Wikipédia en 2021, là, pas après, et il en fait des statistiques sur la succession des caractères. On n'est même pas au niveau du mot et du sens, on est au niveau de la possibilité de prédire les mots suivants, la séquence de mots suivants, mais non pas avec les mots, mais presque avec des sous-mots qui n'ont rien à voir, ni avec les racines, ni avec les préfixes, suffixes. Voilà. Ça, c'est pour ChatGPT, mais il n'y a pas que ça. Il y a des robots, il y a... Bien sûr que non. Alors, le robot, c'est un objet, c'est une plateforme qui peut effectivement se mouvoir et qui peut faire des gestes et tout, et qui a plein de modules d'intelligence artificielle. Alors, ce qu'on sait faire, c'est l'intelligence artificielle faible, c'est-à-dire dédiée à une tâche particulière, et en cela, elle peut être bien meilleure que nous. On le voit pour l'aide aux médecins, pour lire des radios, on le voit dans d'autres secteurs. Il faut absolument apprendre à l'utiliser. Est-ce que l'intelligence artificielle, c'est forcément une reconstitution du fonctionnement du cerveau humain ? Absolument pas. Moi, j'ai travaillé sur ces sujets de réseau de neurones pour ma thèse en 92. Bon, alors le neurone qu'on modélise, c'est juste un automate à seuil. Tous les mathématiciens ou ceux qui ont fait un tout petit peu de ces sujets scientifiques vont comprendre que c'est quand même assez simple. On somme une activité qui arrive sur un neurone, le centre, la cellule, et suivant qu'elle dépasse ou pas un certain seuil, on va la propager à une autre cellule. Dans notre cerveau, on a une centaine différentes, avec une architecture particulière. Dans ces machines, c'est toujours le même. C'est un peu une cellule de l'air visuel, et l'architecture est totalement artificielle et faite par des ingénieurs. Mais cette intelligence artificielle, Laurence de Villers, elle n'existe pas sans le génie humain. Évidemment. Elle est créée par le cerveau humain. Elle est créée par le cerveau humain. Elle est créée sur l'idée de mimétisme, mais avec une simplification énorme. Ce qu'on a compris, c'est que dans notre cerveau, on n'a pas des variables comme ça qui nous disent ces machins, ces trucs. On reconstruit, et la mémoire a des traces, et on la reconstruit avec ce qu'on perçoit. Et les machines, on leur apprend à faire ce genre de choses. Donc elles ont, par exemple, des chiffres, des matrices de nombres. C'est ça qu'on apprend. On modifie des petits points à l'intérieur de ces machines. C'est absolument pas explicable. On parle de boîte noire. Il faut pouvoir comprendre les concepts derrière, et pouvoir rassurer, et pouvoir utiliser au mieux. Ouais, on va en reparler sur cette, sur cette éthique finalement de l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle, elle doit être maîtrisée. Est-ce qu'un jour la machine peut dépasser l'homme, tout simplement ? Ben non, c'est l'homme qui l'a créé. Ah oui, mais c'est... En fait, il a créé, et vous le dites ça bluff... parce que vous êtes optimiste, mais vous connaissez le fantasme qu'il y a autour de ça. Non, mais attendez, il se mélange à tout cela, des histoires de fantasmes, de religion, de marketing, de pouvoir économique. Donc, laissons retomber un peu tout cela. Essayons d'avoir une vision un tout petit peu pragmatique des choses, de bon sens. Finalement, qu'est-ce qu'elle sait faire, qu'est-ce qu'elle sait pas faire, et en quoi je peux être quand même un peu en décision. Il faut surtout pas être paresseux dans cette histoire et déléguer tout aux machines. Mais comme vous l'avez dit ce matin, on peut faire aussi des choses très intéressantes avec. Donc, il faut absolument avoir cette façon d'avoir un libre arbitre sur ce que la machine vous propose. C'est de l'aide à la décision. Et vous parlez aussi c'est un élément central de votre réflexion, d'éthique par rapport à l'intelligence artificielle. Ça veut dire quoi ? L'éthique, ça veut dire que j'utilise quelque chose que je comprends, dont je comprends les concepts, c'est-à-dire c'est transparent, ça peut être expliqué un peu mieux que maintenant. Par exemple, il y a peut-être des données qui viennent du monde anglo-saxon qui sont dans ce chat GPT, vous voyez ? Donc on a mouliné du langage sans notre culture au final, au fond. C'est-à-dire qu'il ne faut pas créer un monstre, tout simplement. Mais non, il s'agit de créer des outils utiles pour notre bien-être, qui ne dépensent pas trop d'énergie, qui soient à peu près compréhensibles, et qu'on arrive
arrive à limiter, si vous voulez, les risques de manipulation, de fausses informations qu'on pourrait reproduire à gogo, et puis aussi de stéréotypes. On sait très bien que pour les femmes, par exemple, on va monter à l'échelle si on continue à faire que 80% du monde actuel soit masculin quand il programme, et 80% des objets, chatbots, etc., soient personnifiés avec plutôt un monde féminin, une voix féminine, Sophia, Siri, tout ça, c'est des mondes bizarres pour ça. Comment on va réglementer tout ça? Comment on va légiférer tout ça? Alors, étant chercheur, moi, je suis au fait de l'état de l'art, si vous voulez, de ces différents systèmes, comment on peut demain, en plus, actionner encore plus de choses. Et donc, il est important, et c'est un appel ce matin, que tous les chercheurs soient conscients que la normalisation qui est en train de se jouer, c'est-à-dire, en fait, on crée des lois. AI Act, c'est en fait une loi européenne sur l'IA, comme on a fait pour le RGPD, les données privées. Oui. On aura une loi qui va arriver vers 2025. Il faut se préparer à ça, il faut aider l'industrie, il faut travailler recherche publique-privée main dans la main pour arriver en Europe à donner ce qu'on voudrait dans ces machines, c'est-à-dire en fait à essayer de limiter les risques de manipulation, de discrimination, d'influence sans avoir aucunement compris de quoi il s'agit. C'est un chantier énorme. C'est un chantier énorme qu'on n'arrivera pas à mesurer dans sa totalité, on n'arrivera pas à tout faire, mais il faut absolument le commencer maintenant. Je voudrais revenir en une minute sur ChatGPT. J'ai vu passer hier sur les réseaux sociaux un tweet d'un enseignant qui donne un peu son témoignage. Il dit avoir lu la copie d'un élève. Il dit visiblement ça a été écrit avec ChatGPT. C'est pas du copier-coller. C'est un texte rédigé de manière assez impeccable, assez subtile. Il n'y a pas de faute. D'habitude, il avait 4 sur 20 à ses devoirs. Là, je vais lui mettre une super belle note. Qu'est-ce que je fais ? C'est un sujet, et le sujet central. Ouais. Je pense que vous le pointez du doigt, c'est-à-dire qu'on n'est pas préparé, en fait, à comprendre, à débusquer ce que font ces machines. Ouais. On n'est pas préparé à les utiliser, donc il faut changer la façon dont on fait l'examen, il faut changer sûrement la façon dont on s'occupe de l'éducation de nos enfants. Or, regardez les programmes. Est-ce que vous avez vu qu'on a prévu de parler d'éthique de l'IA, de concepts autour de ça ? Pas vraiment, non. Non. Eh bien, moi, j'appelle aussi là à ce que le gouvernement prenne réellement ses responsabilités. Si on veut demain construire un monde de gens capables de comprendre, capables d'innover, capables d'avoir cette puissance intéressante que l'on voit apparaître et de maîtriser l'outil, et de maîtriser l'outil, on a intérêt à travailler sur ces aspects parce que ce sont des objets socio-techniques. Il faut savoir les construire, mais il faut aussi comprendre les conséquences. Donc, absolument urgent que les enfants apprennent, non pas seulement à programmer, comme on le dit en 5e, mais aussi à comprendre les concepts derrière. Donc, moi, je suis présidente de la Fondation Blaise Pascal, de médiation culturelle en mathématiques et en informatique. La personne qui a monté ça, c'est Cédric Villani, que je pense tout le monde connaît maintenant, et qui a impulsé cette vision, et je pense qu'il faut perdurer. Qu'est-ce qu'on fait au niveau national ? On pousse des projets pour la médiation auprès des jeunes et auprès des filles, pour qu'il y ait justement cet engouement pour la science de demain qui explique notre monde et qu'on devrait maîtriser. D'accord. Merci infiniment Laurence De Villers. Je rappelle que vous êtes professeure d'informatique à la Sorbonne, chercheuse et membre du Comité national d'éthique du numérique. Et vous avez publié, je renvoie nos auditeurs à l'ouvrage que vous avez publié, Les robots émotionnels, publié aux éditions de l'Observatoire. C'était en 2018. Et puis à 8h40... 2020. Ah, c'était en 2020, pardonnez-moi, 2 ans d'erreur. 8h40, notez le médecin Jean-Emmanuel Bibaud qui sera à votre place. On évoquera avec lui les formidables perspectives qu'offre l'intelligence artificielle en matière médicale. Merci, bonne journée. Merci Lionel.